Donc, bonjour, bonsoir. Nous sommes. Bonsoir. Et ça commence vraiment, tout devient flou, mais c'est bon. Euh, donc, je suis ce soir avec mon camarade Célus, mais aussi avec Cédric et Romain qui ont coécrit la troisième édition du jeu Devastra. Absolument. Bon. Bonsoir Cédric, bonsoir Romain. Ah, Tout le monde. Comment allez-vous déjà? très bien. Et vous? Très bien aussi, c'est Ça pas comme va. si on allait se parler juste avant. C'est la magie de l'enregistrement. Donc oui, ce soir, comme je dis, vous allez nous parler du jeu Devastra Transcendence, si je me trompe pas, C'est ça. qui est actuellement en let's play sur le site Game on Tabletop. Absolument. Tout à fait. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce jeu, nous dire, parler de son origine, de sa création? Alors, l'origine secrète, je crois que on n'a jamais vraiment parlé avant. En fait, la base de Devastra, ça vient d'une série de romans d'un auteur qui s'appelle Ashok Banker, qui est un auteur indo-américain. Et j'ai lu ça dans les années 2000. C'est une réécriture du Ramayana, donc la grande fresque indienne sur le prince Rama, et qui contient déjà non seulement tout ce qui est en germe dans Devastra, mais en plus, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que c'était extrêmement proche. La légende indienne était très proche de ce qu'on trouvait dans des mangas shonen. Déjà, le héros, c'est le prince Rama, donc, qui est une incarnation du dieu Vishnu, l'une de ses nombreuses incarnations. Il doit affronter Ravana, l'empereur des Asuras, qui convoite sa bien-aimée, la princesse Sita, qu'il est censé épouser. Il a des alliés, il y a son cousin qui est un grand guerrier, il devient même pote avec le singe Hanuman, qui à l'époque n'est pas encore un dieu, qui le deviendra à l'issue de cette saga. Et puis bien sûr, ces personnages se battent avec des Devastras, donc des armes que leur prêtent les dieux, et qui balancent des éclairs, des rafales de vent et tout. Et ça donnait un cocktail assez incroyable. Alors, énorme déception, il n'y a eu que 3 tomes de cette saga qui ont été traduits en France, alors qu'elle en comporte 6. Du coup, ça se termine en plein cliffhanger. C'était Ah oui. très très frustrant à l'époque. Donc maintenant, c'est à peu près introuvable, puisque comme ça n'a pas eu de succès, ça n'a pas été réimprimé ni autre. Je crois qu'en poche, c'était chez Press Pocket. Et puis, quand, avec Laurent de Vernay, à l'origine, nous est venue l'envie d'écrire un jeu de rôle qui s'inspire des codes du manga shonen, je lui ai proposé d'utiliser en fait ce contexte d'Inde ancienne en réutilisant tous les éléments qu'il y avait dans ces romans, qui eux-mêmes descendaient directement des légendes hindoues, puis c'était une réécriture d'une légende hindoue très connue, et d'utiliser tous les tropes déjà qu'il y avait dedans, le fait que les héros puissent être des réincarnations de divinités, qu'ils puissent manier des armes divines extrêmement puissantes, que les Asuras soient déjà la race des ennemis, les démons qui menacent l'humanité. Et puis à force de discuter autour de tout ça, voilà, ça a donné un peu le background de ce qu'était Devastra à sa première édition, donc en 2009. Il y avait déjà finalement tous ces éléments. On en était arrivé au fait de faire jouer des avatars qui ont une âme de Dieu qui sommeille en eux, qui doivent retrouver leur âme divine qui contient l'autre partie de l'âme de ce Dieu, et puis qui doivent affronter cette menace qui pèse sur les terres des humains. Donc ça a vraiment été l'origine réelle de Devastra. C'est venu de la lecture de ces romans, puis de l'envie d'écrire un jeu dans le contexte shonen avec Laurent de Vernay. Ces deux éléments ont fusionné pour donner ce qu'a été Devastra, en tout cas dans sa première version, qui maintenant est toujours un peu la même s'il a été grandement augmenté, que les règles ont été retravaillées, etc. Mais le fond de Devastra était déjà là à partir de tout ça, quoi. Je compléterai en disant, là, donc Romain, il vient de vous donner effectivement la véritable origine, les origines secrètes. Je dirais que effectivement le jeu, donc depuis il a eu donc 2 éditions, là on est à la 3e, et effectivement donc des éditions successives qui contenaient déjà tous les ingrédients de base. Pour des raisons de place limitée, en fait, ça tenait dans un seul volume. Donc, c'était des jeux de rôle avec des petits tirages, en fait. Et là, aujourd'hui, cette 3e édition, en fait, elle a vraiment deux raisons d'être. La première, c'est d'en faire un projet plus ambitieux dans lequel on a plus de place pour s'exprimer et dans lequel, effectivement, comme l'a dit Romain, on peut à la fois moderniser et puis rajouter des choses et proposer au MJ plus de matériel et des choses qui sont, on va dire, plus prêtes à jouer, en fait,
de manière immédiate avec moins de travail de son côté. Et puis la deuxième raison, c'était aussi, ben, vous le voyez, dès le début, il y avait cette idée de faire un jeu shonen. Or, sur les deux premières éditions, au niveau des illustrations, on va dire de l'écrin graphique du jeu, ça ne se voyait pas toujours beaucoup. Un peu plus sur la deuxième que sur la première édition, mais quand même pas beaucoup. Alors que là, on a vraiment assumé sur cette troisième édition cette filiation shonen en plus de l'inspiration mythologique. Voilà. C'est vraiment on va dire le cheminement qu'a fait le jeu. Il y a toujours eu les deux ingrédients dans la partie texte. Dans la partie graphique, on voyait plus l'Inde et pas tant que ça le shonen. Et aujourd'hui, on va bien voir les deux dans la nouvelle version. Ok, donc ouais, c'est vraiment tiré de tout un univers qui avait déjà son vocabulaire, son lore, parce que ouais, les Devas, les Asuras, même Narak, les Avatars, le Devastra, etc., le Dharma, tout ce vocabulaire que vous avez inclus, ça vient, c'est quelque chose qui est tiré d'un roman, lui-même donc tiré de quelque chose avant ça. Tout à fait. Bah, de toute façon, on a vraiment puisé à la source des grandes légendes de l'Inde antique, hein, donc non seulement le Ramayana, effectivement, auquel je me suis intéressé après avoir lu, bah, c'est la moitié de cette saga. Du coup, moi, je voulais connaître la fin, donc j'ai lu la suite, parce que c'est des choses qu'on trouve sur Internet libre de droit. Hein, on parle de légendes qui ont 5000, 6000 ans, donc Ah oui, bah, ça appartient plus à leur auteur depuis longtemps. Donc il y a ça, il y a le Mahabharata, par exemple, qui est l'autre très grande légende hindoue. Et puis bah, tout leur panthéon, la religion hindouiste, qui est encore pratiquée par énormément de gens hein, sur la planète, puisque l'Inde c'est quand même très très peuplé. Donc pour eux, c'est pas de la mythologie, pour eux c'est une religion en fait. Donc ouais, c'est des éléments qui se trouvent bah, dans des ouvrages sur ces religions, en cherchant dans ces légendes. Il y a également bah, voilà, les grands textes fondateurs de l'hindouisme, les Rig Veda. Donc tout ça, bah, ça nous a fourni bah, tous ces éléments, effectivement, hein, le cycle des réincarnations, le samsara, donc les armes des dieux et les devastras, formés des mots astra, armes et deva, les dieux, les asuras qui sont vraiment la race des démons qui sont de multiples formes, de multiples types, des mythes hindous, dont certains deviennent ensuite des dieux ou des alliés de l'humanité. Enfin, c'est des vraies sagas à la fois romanesques, où on trouve justement tous ces retournements de situation auxquels les shonen nous ont habitués. Hein. Donc le méchant Asura qui, en affrontant un des grands héros d'une saga, se rend compte que il estime cet adversaire et qu'il ne veut plus être, il veut plus être dans le camp des méchants, il veut devenir un compagnon d'armes de cet humain, et donc il devient lui-même un héros. Enfin, voilà, c'est des choses vraiment, bah, on reconnaît dans Dragon Ball, dans Saint Seiya, ouais. des gens comme le Chevalier du Phénix, Vegeta et tout, qui étaient des ennemis, qui deviennent des alliés. Et ça, c'est des choses qu'on trouve déjà beaucoup, beaucoup dans ces légendes. Donc vraiment, ça allait très, très bien ensemble. Donc c'est la troisième édition. Est-ce que les deux premières des éditions datent de quand à peu près? On est sur les environs des années 2000, c'est ça? La première est sortie en 2009, Mhm. la deuxième en 2012, donc Mhm. relativement peu de temps après. Et puis après, c'est vrai que, bon, deux éditions, petit tirage, comme disait Cédric, pas trop la possibilité de m'exprimer plus, je l'aurais voulu à l'époque. Alors, donc si vous êtes, voilà, ceux qui se rappellent un peu de ces années 2000-2010, on était arrivé à comment dire, il y avait une grosse mode des jeux standalone en ce temps-là, Mhm. notamment initiés par des très bons éditeurs comme John Doe avec leur Dead on Arrival, où tout était fait pour tenir en un livre et vous aviez de quoi jouer pendant très longtemps. Alors, ensuite, les 12 singes aussi on fait certains jeux de ce genre-là, mais j'avais pas envie de refaire une troisième édition de Devastra qui aurait à nouveau eu ce format-là, de me sentir un peu restreint. Donc c'est pour ça que cette troisième édition arrive au moins 13, voilà, plus de 10 ans après la deuxième, parce que, enfin, voilà, j'ai trouvé co-auteur, éditeur, qui était prêt à mettre l'ambition que je souhaitais pour le jeu bah, sur la table, quoi, et que maintenant l'écrin est à la hauteur de ce que je voulais pour faire cette nouvelle édition. Donc on va dire que c'est vraiment l'édition finale d'une certaine forme, d'une certaine façon, c'est la forme finale, comme la dernière forme de Freezer dans Dragon Ball, hein, de Devastra. Euh, je pense pas qu'on en fera une plus puissante après, hein, parce que là déjà on a vraiment beaucoup de textes, un système vraiment bien bien revu pour coller à tous les tropes du shonen. On a beaucoup étoffé l'univers. Voilà, niveau graphique, comme disait Cédric, on a fait appel à des artistes qui sont beaucoup plus dans la veine manga,
qu'avant. On a même réussi à avoir Jérôme Alquier, quand même, qui est Mm. l'auteur des versions françaises d'Albator et des Chevaliers du Zodiac, hein, des BD de création française, donc pas n'importe qui, et qui a accepté voilà, de nous faire des illustrations pour cette troisième édition. Donc là, vraiment, elle est, pour moi, c'est l'édition parfaite. Pour le moment, c'est vraiment celle qui se rapproche le plus de ce que je voulais obtenir de Devastra. Donc voilà. J'espère en tout cas qu'elle rencontrera son public. Et puis l'idée là, c'est vraiment effectivement de commencer une gamme. Le coffret Voilà, de base également. et le premier supplément de la campagne qui sont dans le financement. Et si ça fonctionne, l'idée c'est de continuer en fait, c'est-à-dire vraiment d'installer une gamme qui dispose de plusieurs suppléments, donc effectivement pas du tout dans un cadre de jeu standalone cette fois-ci. Ah, vous le vendez bien déjà. J'étais déjà à fond, mais là, j'ai encore plus. Je suis C'est vrai au-delà qu'il de y a, 9000, comme on dirait. tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a un gros changement de la charte graphique quand on voit, ne serait-ce que la deuxième édition, donc Réincarnation, je crois, c'est ça, Oui, c'est ça. qui a un design presque plus réaliste. Ne serait-ce que la couverture. Là, on change et on sent tout de suite cet esprit shonen dont vous nous parlez depuis tout à l'heure. Et ça, c'est dingue. Et je crois d'ailleurs, Wombat, qu'on avait une question sur le côté shonen. Oui, c'est vrai. Donc, vous revenez souvent sur l'inspiration shonen de Devastra et vous l'entendez bien. Et on a une petite question là-dessus. Donc, les shonen, en tout cas, nous, après, j'ai l'impression qu'on a connaît tous, mais est-ce que vous en avez à nous conseiller qui pourrait nous aider à nous approprier votre jeu? On va parler de Dragon Ball, qui est le roi singe, mais Euh, En fait, il y a deux. Pour moi, il y en a deux vraiment qui sont à l'origine de ce que je voulais un petit peu dans Devastra. Donc, il y a Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, qui est vraiment un de mes mangas cultes. Hein. Je suis de cette génération. Je découvrais ça à la télé quand j'étais gosse. Ça peut que vous marquer hein, quand des super combattants possèdent des armures mystiques, mythologiques, qui sont au service de Dieu, qui s'envoient des attaques stellaires et tout. Bon, imaginez, vous avez 10 ans, vous voyez ça à la télé, ça imprime bien. Et puis l'autre grosse influence, c'est Bleach, donc qui est plus tardif, puis c'est un manga du début des années 2000, Tout à fait. et qui voit. Et grosso modo, les Devastra de Devastra, c'est-à-dire les armes mystiques possédées par les personnages, c'est très influencé à la fois par les armures de Saint Seiya et par donc les Zanpakuto, les katanas que portent les personnages dans Bleach, qui disposent de plein de pouvoirs. Ça, c'est vraiment les deux grosses influences. Après, sur le niveau hindou, il y a eu certains mangas qui vont piocher dans ce terrain-là, notamment le manga RG Veda des Clamp, du studio Clamp, qui est magnifique, graphiquement sublime, qui reprend lui aussi certaines légendes, qui est très très marquant et qui devrait être édité dans pas très longtemps. Je crois que l'éditeur Pika a racheté tout le catalogue de Clamp et va tout rééditer en français. Qu'à terme, c'est un manga qui va être réédité dans pas longtemps parce qu'il doit être un peu introuvable maintenant. Sinon, bah, en parlant de Saint Seiya, il y a Shurato, qui est une version hindoue des Chevaliers du Zodiac, à l'époque où voilà, les Chevaliers du Zodiac étaient très à la mode au Japon. Et il y a eu une certaine descendance, hein, que ce soit les Samouraïs de l'Éternel ou Shurato. L'avantage de Shurato étant que ça se passe vraiment dans un contexte de mythologie hindoue, donc les personnages voilà, portent des armures, utilisent des armes qui font écho à ce qu'on peut trouver en Inde antique. Et puis bah, sinon ensuite, hein, il y a tout le foisonnement de mangas shonen que tout le monde connaît un peu maintenant. Hein. Effectivement, Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer, il y en a tellement que c'est impossible de tous les citer. On a quand même écrit un petit chapitre d'inspiration où on liste par type les mangas ou animés à consulter. Donc effectivement, on parle des mangas où les personnages possèdent des armes mystiques et se battent avec. On parle des mangas qui ont cette inspiration hindoue. On parle des mangas où les personnages sont en quête d'excellence martiale. Voilà, on liste à chaque fois 5 ou 6 exemples pour pas non plus noyer le lecteur sous les références de mangas auxquels il peut s'intéresser et dans lesquels il retrouvera des éléments que nous on a injectés dans Devastra, qui puissent facilement s'inspirer pour ses parties, ses campagnes, etc. Alors, on a regardé en fait, oui, voilà, on a regardé en fait un petit peu tous les tropes shonen qu'on pouvait trouver effectivement, on va dire, dans les classiques des 30 dernières années, là. Et ce qu'on a regardé aussi, c'est quand on a construit le jeu, c'est comment ces tropes s'adaptent ou pas dans le jeu de rôle. Et donc il y a des tropes qui s'adaptaient très très bien, il y a des tropes sur lesquelles on a outillé les règles du jeu pour que ces comportements-là et ces façons de jouer là soient plus naturelles et soient intéressantes du point de vue jeu de rôle.
Et puis il y en a certains des tropes sur lesquels on s'est dit, bah ça non, en JDR, ça peut pas vraiment coller. Je prends un exemple, hein, beaucoup de shonen, en fait, il y a un héros central et puis il y a des faire-valoir autour. Ça, vous ne le retrouverez pas dans Devastra, parce que dans Devastra, tous les PJ sont importants. Par contre, à l'inverse, dans les shonen, les héros vont parfois ne pas attaquer directement avec leur plus grosse attaque et garder leur meilleure stratégie pour la fin. Et ça, par contre, les règles vous invitent à le faire. De la même manière que dépenser des actions simplement pour encourager ses potes ou pour se concentrer ou pour s'étonner de la puissance de son adversaire, c'est aussi des actions qui sont intéressantes dans le système de règles. Et en fait, si on a outillé le système de règles de cette manière-là, c'était pour rendre complètement naturel le fait de se comporter comme dans un shonen. Ça donne envie de mettre la main sur la version complète. C'est vrai. Et puis justement, on va peut-être s'intéresser un tout petit peu plus à ce livret d'introduction que vous proposez pendant le financement et qu'on peut trouver. On voit rapidement que dès les premières pages du livret d'introduction, vous évoquez le genre que vous utilisez dans le livret, à savoir le genre masculin, mais que vous précisez bien que tout le monde a bien sa place dans l'univers de Devastra. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous? Alors, on tient, Romain et moi, on tient à créer des jeux de rôle qui s'adressent à tout le monde. Donc effectivement, d'un côté, on avait cette envie de faire une rédaction qui rend les choses faciles à lire. Donc on ne voulait pas trop alourdir la syntaxe du livre en lui-même. Mais d'un autre côté, au-delà du choix de convenance qui était à faire pour que le contenu soit lisible, c'était important pour nous que les joueurs et les joueuses, sans discrimination d'aucune sorte, puissent profiter du jeu, en fait. Donc l'adaptation qu'on fait en fait de la mythologie indienne dans cet univers imaginaire qui est Prithivi, hein, parce que je rappelle que Prithivi, ça n'est pas l'Inde, c'est un monde imaginaire qui s'inspire de l'Inde. Dans cette adaptation, on a fait attention à ce qu'effectivement, il y ait de la place pour des héros et pour des héroïnes, qu'on soit dans une ambiance de shonen, mais dans une ambiance de shonen qui permette à ces héros et ces héroïnes de vivre des aventures qui, effectivement, sont équivalentes. Et de la même manière que je disais tout à l'heure, sans avoir un ou plusieurs personnages qui sont privilégiés par rapport à d'autres, mais bien toute une table de joueurs et de joueuses qui s'éclatent. Donc là, effectivement, hein, on n'est pas sur quelque chose qui se limite à une convention d'écriture, on est sur quelque chose qui va jusque la place des personnages, féminins, masculins ou non genrés, dans les histoires qu'on propose. C'est-à-dire que sur ce point, en fait, on a vraiment modernisé la 3e édition, hein, puisque je dirais que les éditions précédentes, pour des raisons de place, pour des raisons d'époque, n'abordaient pas forcément le sujet de la même manière. Par exemple, pour les gens qui connaissent les premières éditions, on a introduit des nouvelles choses, comme on avait dans les premières éditions, on avait le prince Krishna avec son importance. On a détaillé un petit peu les autres personnes de sa famille, notamment ses sœurs, et ce qu'elles font dans la hiérarchie du royaume dont il est le prince. La psychologie et la place d'une des princesses qui s'appelle la princesse Sundari, qui est dans un autre royaume, elle a été complètement revue. Vous avez le pré-tiré Valajatna qui est dans le kit, qui est entre guillemets l'avatar de Kama, hein, donc le dieu de l'amour, où là c'est pareil, effectivement on a revu un petit peu la façon dont sa psychologie fonctionne, et même je dirais dont la divinité dont la divinité de l'amour est gérée dans la mythologie de Devastra. Alors de Prithivi en fait, de cet univers imaginaire qui ressemble à l'Inde. Ça c'est des points sur lesquels effectivement on a souhaité nous faire en sorte que ce soit un regard moderne, un peu comme le shonen sait le faire très souvent. C'est-à-dire prendre une mythologie et en faire quelque chose qui s'adresse à son public dans un ton qui correspond à l'époque à laquelle le manga a été fait en fait. Ah là, du coup, le JDR Devastra, 3e édition, Transcendance, s'adresse à un public dans le ton qui convient pour l'époque dans laquelle on vit. Même si on parle d'une mythologie imaginaire qui se passe dans un monde fantasy en fait. J'ajoute qu'on a fait un inventaire de tous les PNJ importants, que ce soit des anciennes éditions ou celles qu'on a rajoutées, qu'on a féminisé des personnages des anciennes éditions pour obtenir un équilibre, de façon à ce qu'il y ait autant de PNJ importants féminins que masculins ou autres. Et puis on a, effectivement, tu parles du pré-tiré avatar de Kama, qui est bien dans la tradition de ce qu'on peut trouver dans certains shonen, des personnages qu'on appelle bishonen, qui sont très androgynes. On pense par exemple au Chevalier d'Andromède ou à des personnages de ce genre-là qui sont qui sont toujours un peu à la frontière, qui attirent souvent un public féminin. Et c'est une des conventions du genre que l'on respecte totalement. Bon, après, il faut pas se mentir, les shonen sont souvent assez... c'est pour un public
de jeunes hommes, très masculins. Les héroïnes n'ont pas beaucoup d'importance souvent, malheureusement. Malheureusement. Mais c'est un des points sur lesquels Devastra s'écarte de ce modèle, puisqu'on tient vraiment à donner à tous les genres et à toutes les orientations ou autres la pleine place dans cet univers. Hein. On donne effectivement, quand on parle du dieu Kama et des enseignements qu'il a légués, on évoque les orientations sexuelles, ce genre de choses, sans non plus trop s'apesantir, puisque c'est pas le sujet du jeu. Mais en tout cas, les gens qui se sentent concernés comprendront qu'ils sont les bienvenus dans cet univers et que c'est pas un jeu réservé forcément l'un que les shonen, quoi. De la même manière, l'Inde antique, l'Inde médiévale, effectivement, c'est un sujet où forcément la société de caste, etc., la société avec les castes, le côté peut-être un peu paternaliste qu'il peut y avoir aussi dans la version médiévale de tout ça, effectivement, c'est peut-être une réalité historique, mais à la base, Prithvi, c'est pas l'Inde historique. Prithvi, c'est un univers qui s'inspire de l'Inde. Donc effectivement, c'est pareil, on a laissé énormément de liberté aux MJ et aux PJ par rapport à ça. Il va y avoir des clans qui sont patriarcaux, parce qu'il y a certaines intrigues autour de mariages arrangés ou de choses comme ça qui peuvent être intéressantes à jouer, mais il y a des clans qui sont matriarcaux, il y a des clans qui sont basés uniquement sur la décision on va dire, de la personne qui est en charge de la famille, de décider si son héritier, ça va être son aîné ou sa fille plus méritante, ou le cadet parce que il est le seul qui lui est loyal, ce genre de choses. Et donc en fait, on va avoir plein de situations différentes. L'idée, c'était pas de prendre position, on va dire, par rapport à c'est bien ou c'est pas bien les castes. L'idée, c'était vraiment de se dire, on pousse les différents éléments qui permettent de construire des histoires intéressantes. Et on donne tous ces ingrédients au MJ pour que le MJ puisse en faire quelque chose. Donc chaque table va pouvoir ajuster en fait à quel point on est dans je dirais une version qui se rapproche de l'historique, ou dans une version qui est effectivement complètement moderne, parce que le matériel dont on s'inspire, qui contient à la fois l'Inde mythologique et le shonen, on sait que dans le shonen, on peut prendre, on a énormément de shonen qui prennent des éléments mystiques et des éléments mythologiques, et qui les tordent pour, entre guillemets, les moderniser et les rendre, on va dire, intéressants du point de vue de l'histoire qui est racontée. Donc on est vraiment sur ce genre de liberté-là, en fait, dans le jeu. Je me permets de rebondir sur le système des castes. Il est expliqué au début du kit d'initiation. Et très rapidement, on voit qu'il y a un paradoxe avec les avatars qui viennent de n'importe quelle caste, dont un des prétirés qui est Padma, si je ne me trompe pas. Oui. Qui est donc qui vient de la caste des intouchables et qui est la réincarnation d'un dieu. Donc paradoxe et tout, comment ça se fait qu'une personne qui sans savoir un dharma aussi mauvais est une... Et est-ce qu'il y a une volonté... Alors je vais tenter de trouver un mot, j'ai réflexion sociale en tête, mais c'est quand même assez pompeux. Est-ce qu'il y a une volonté de réflexion sur les mécaniques de pouvoir et de domination, on va dire, qui, la plupart du temps, ne sont pas présentes dans les jeux Medfan européens. Je ne me souviens pas de campagne où nos héros sont des révolutionnaires qui veulent mettre en place une démocratie. Même si le roi est méchant, on le remplace mais par un roi gentil. Alors, comme dit Cédric, ce qu'on donne, nous, c'est tous les éléments nécessaires. Donc on a ce système de caste. Ceux qui connaissent un peu les prémices du jeu, savent que finalement c'est une construction sociale, de toute façon, qui est la garante d'un certain ordre, qui doit veiller à la stabilité de la société humaine. Mais effectivement, est-ce que cet ordre est juste? Est-ce qu'il a vraiment été décidé par des puissances supérieures sur la base de choses, on va dire, réelles dans le cadre de cette mythologie? On voit bien que, comme tu dis, il y a les intouchables peuvent parfaitement être des avatars. On peut jouer des intouchables, ils sont des réincarnations de dieux, et ils se retrouvent avec une arme capable de raser une ville entre les mains. Donc, tout de suite, on leur parle différemment d'aux autres intouchables, quoi. On a aussi des factions révolutionnaires dans l'univers. Il y a justement des factions d'intouchables ou de gens du peuple qui se disent c'est quand même bizarre. Si les dieux se réincarnent aussi parmi nous, c'est peut-être que les castes supérieures, ils se la pètent un peu, mais finalement, ils sont peut-être pas si supérieurs que ça. Puis vous avez des factions très traditionnalistes qui vont tout faire pour préserver l'ordre social, parce qu'ils estiment que l'humanité doit faire bloc pour affronter les Asuras, et que c'est pas le moment de soulèvements sociaux, de choses comme ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est que les joueurs piochent dans ces différentes tendances. Alors c'est vrai que nous, occidentaux du XXe siècle, démocrates, etc.,
jouer à fond un traditionnaliste qui considère des gens en dessous de lui comme des inférieurs, bon, c'est un petit défi roleplay, quoi. Hein. Faut pas que ça tourne à la table à quelque chose d'un peu trop, un petit peu trop sérieux, mais c'est un défi de roleplay qui est intéressant. Et le défi roleplay d'un autre personnage qui fait partie d'une caste qui lui sont inférieures va être d'essayer de le faire bouger sur ses certitudes, des choses comme ça. Donc ça peut impulser des dynamiques dans le groupe qui sont intéressantes. Et puis du groupe vis-à-vis de l'univers, une fois qu'on s'est positionné, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'effectivement on se décide d'être du côté des conservateurs parce que on doit faire bloc contre une menace, contre toute l'humanité, et si l'humanité commence déjà à se taper sur la gueule entre elles, ça va pas aider. Ou est-ce qu'on profite de cette grande guerre justement pour dire ok, on veut bien faire l'union, mais va peut-être falloir qu'on interroge notre système social par la suite, une fois qu'on aura gagné, parce que même les gens que vous déclarez inférieurs ont contribué à cette victoire. Bref, voilà, tout ça est dans le jeu, peut-être utilisé par les MJ de façon à leur poser des questions sociales. C'est peut-être aller un peu loin, mais en tout cas impulser des dynamiques de jeu intéressantes, des occasions de roleplay, des bons moments d'interprétation intense quand il y a des débats, que ce soit dans le groupe ou vis-à-vis de PNJ. Voilà, typiquement, si les PJ se retrouvent à la cour du prince Krishna et qu'ils lui disent bon, maintenant il faut déclarer l'égalité de tous dans ton royaume, ça va pas super bien se passer. Voilà. C'est des choses qui peuvent être assez amusantes à la table. Et effectivement, après, les MJ qui souhaitent un petit peu, qui aiment bien politiser un peu leur jeu, vont pouvoir utiliser toute cette matière, hein, comme ceux qui jouent à L5R en utilisant la fameuse faction des collates, qui était un peu révolutionnaire, qui pouvait essayer de embaucher les PJ pour faire sauter l'ordre céleste. Enfin, on est toujours un peu dans ce genre de choses, effectivement. Alors effectivement, nous, on a fait un jeu de rôle pour qu'il soit agréable à jouer pour tous les joueurs et joueuses. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est pas un manifeste politique, hein, en aucun cas. Mais ce qui a motivé de faire que les avatars soient des individus qui évoluent un petit peu en dehors des castes, et même des traditions plus ou moins paternalistes qui viennent de l'inspiration d'Inde antique et qu'on a gommé comme ça en fonction des cas, c'est une volonté de rendre le jeu intéressant, quel que soit le personnage. C'est une volonté de permettre aux PJ de créer le personnage qu'ils veulent et de s'amuser avec. Voilà. Donc que ce soit un héros, une héroïne, un mendiant, une princesse, un guerrier, un prêtre, tous ces profils sont en mesure d'apporter un gameplay intéressant. C'était ça qui nous motivait. À partir de là, c'est notre principale motivation. C'est pas forcément l'unique motivation, parce que bien sûr, on propose aussi de faire du système de caste une question avec ses propres intrigues, ses propres secrets, des PNJ, des factions qui sont pour, qui sont contre, hein, tout ce qu'a raconté Romain. Rien n'empêche les participants du jeu d'utiliser tout ça pour faire une mise en abîme du monde imaginaire et réfléchir à des questions du monde réel, mais rien n'y oblige non plus. On est aussi sur un jeu shonen, donc un jeu feel good, qui est là pour que les gens ils aient du fun. C'est le fun, notre but principal. À Ouais. partir du moment où on raconte des histoires intéressantes, c'est gagné. Après, les MJ, j'ai envie de dire, nous, on leur fournit tous les ingrédients, puis c'est eux qui cuisinent. C'est ça. Et je ils veux savent dire. ce que leur PJ aime, donc ils vont cuisiner les plats que leur PJ aime. C'est Et le exactement but, ce que j'allais dire. voilà, c'est de leur donner tous les ingrédients dont ils ont besoin. Voilà. C'est ça. Vous mettez tout sur la table, tous les ingrédients, et chacun fait la soupe avec le goût qu'il veut. Voilà, vous avez vraiment. Voilà. C'est vrai qu'il y a une offre qui est vraiment très. Il y a vraiment énormément de possibilités. Et on peut faire un shonen léger, comme tu viens de le dire, ou un shonen avec ce ton léger, mais qui peut de temps en temps avoir cette profondeur et rentrer plus en détail dans des questions un peu plus sociales qui peuvent ou non plaire, mais en tout cas, ça permet à tout le monde de faire sa propre soupe. C'est ça. D'ailleurs, Et certains shonen qui flirtent parfois avec le seinen sont un peu dans cette veine, hein. Je pense à des choses comme l'Attaque des Titans, où il y a quand même un arrière-fond politique. Alors, pas toujours facile à décrypter, on ne sait pas trop toujours de quel côté l'auteur se positionne, donc c'est parfois tangent, mais en tout cas, il y a une volonté. Oui, oui. Après, comme dit l'adage, tout est politique, donc de toute façon, Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'histoire du ton du jeu, elle est aussi au cœur de tout ça, parce que quand on dit shonen, ça inclut effectivement pas mal d'actions. Donc on est sur un jeu qui propose énormément de conseils pour mettre les PJ dans des situations de conflit et à ce que les personnages se développent par le conflit au travers de leur rivalité, au travers de leurs exploits, etc. Donc c'est un jeu qui se veut un jeu purement, à la base, un jeu héroïque.
hein, donc où les personnages sont hors du commun. Ce sont des héros, ils sont au centre de l'histoire, ils sont, je dirais en anglais, world-shattering, c'est-à-dire qu'ils sont tellement importants dans l'histoire qu'en fait ils peuvent changer le monde. Et donc cette liberté qu'on va donner aux joueurs, elle s'accompagne aussi du coup d'une liberté de ton, puisque le côté plus ou moins sérieux de ce qui se passe, le côté plus ou moins responsabilisant, hein, with great powers comes great responsibility, hein, donc du coup, tout ce côté un petit peu, est-ce que le jeu il est sérieux? Est-ce que le jeu il est un jeu d'action? Est-ce que le jeu il est, par exemple, les Asuras, c'est les adversaires des PJ, mais les Asuras, est-ce que c'est des grands balèzes qui, entre guillemets, sont principalement des adversaires à affronter, ou est-ce que c'est vraiment des gens démoniaques qui font des trucs affreux? Et jusqu'à quel point on va descendre dans ces choses affreuses, ça va dépendre des PJ et des MJ et de leurs envies, ça va dépendre aussi du public, parce que Devastra, ça se veut être un jeu familial. C'est-à-dire qu'on peut jouer entre copains et avec des histoires très sérieuses, ou on peut jouer en famille avec ses enfants, et là, si effectivement je joue avec mes enfants de 11 et 14 ans, ben, effectivement, je ne vais pas poser les mêmes questions, et puis je suis persuadé que mon petit garçon de 11 ans, ce qui va l'intéresser, c'est d'abord d'affronter des Asuras. D'accord, Et oui. tout ça, c'est faisable avec le même jeu, parce qu'on s'est assuré que ce soit faisable avec le même jeu. Attends, je vais prendre 5 minutes pour réfléchir à tout ça. Mais c'était intéressant. Est-ce que tu avais une autre question, Célius? Yes, tout à fait. En fait, justement, comme tu l'as dit, on peut être un mendiant après être une princesse, etc. Mais dans le livret d'introduction, c'est indiqué que chaque avatar a fait une fois le voyage vers la cité antique, dont je vais pas encore prononcer le nom. J'ai Svargaloka. Vargaloka. Svargaloka. Donc situé sur le mont Sumeru, où Yael a trouvé son Devastra. Et plus loin, toujours dans le même livret d'introduction, il est indiqué que la montagne est jonchée de ces objets. Est-ce que comment vous imaginez ça? Est-ce que je vais le faire de manière très 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 bête, mais on soulève un gravat et il y a un Devastra, ou est-ce qu'il y a des lieux spécifiques où juste c'est un peu comme l'épée du roi Arthur, ils sont plantés dans la montagne, ils sont Alors, sur des hôtels? Comment vous voyez ça? Alors, à la base, vous allez pouvoir le voir facilement parce que l'écran, en fait, c'est la cité en ruine de Svargaloka et vous Ah allez oui, voir d'accord. effectivement Svargaloka avec des armes et des objets, etc. Les objets, ils sont plus ou moins visibles, ils sont pas tous visibles. Il y a une explication hein, sur pourquoi toutes les Devastras se trouvent à Svargaloka, hein, c'est un des secrets du jeu, pourquoi elles y retournent, etc. C'est quelque chose qui existait déjà dans les éditions précédentes. Nous, ce qu'on a fait dans cette édition, c'est qu'on a séparé très franchement ce qui est réservé aux MJ de ce qui est connu des PJ. Ça permet du coup aux PJ d'avoir un livre qu'ils peuvent lire entièrement. Donc les anciens secrets, ils ont été conservés, on en a ajouté d'autres. Et ce que je peux dire là sur Svargaloka sans spoiler les choses, c'est qu'effectivement, les avatars vont donc se rendre à Svargaloka parce qu'ils reçoivent ce qu'on appelle l'appel, hein. Tous les PJ sont au courant qu'ils ont reçu l'appel et ils ont rêvé de cette cité. Ils ont fini par céder à l'appel et s'y rendre. C'est extrêmement dangereux de s'y rendre parce que les Asuras sont pas bêtes. Ils ont bien compris que les jeunes avatars en devenir se rapprochent de la cité pour retrouver leurs biens et retrouver leur pouvoir. Et donc ils essaient de les tuer sur la route. Et donc c'est hyper dangereux de se rendre dans ces ruines. Et en règle générale, le fait de récupérer sa Devastra, ça fait partie d'une espèce de petite épreuve. Alors la petite épreuve, ça peut être comme seule la personne qui est digne peut soulever cette épée à la effectivement chronique arthurienne. Mais ça peut être quelque chose de plus élaboré en fonction de ce que le MJ veut faire, de la quantité de temps qu'il veut passer sur cette introduction. Nous, c'est des choses qu'on aborde dans la toute première partie de la campagne, du supplément de la campagne. C'est-à-dire le livre de base, le coffret, il propose de fabriquer des avatars, de les créer, ou de choisir des pré-tirés, et puis de choisir l'un des devas préexistants, ou de créer son propre deva. Tout ça, tous ces mécanismes-là, ils sont là, et donc effectivement, dans le tas, il y a le fait de choisir une Devastra ou de la créer. Le livret de campagne, en fait, dans l'introduction de la campagne, on explique que si le MJ le souhaite, il va pouvoir en fait démarrer un petit peu avant. C'était quelque chose qu'on pouvait déjà faire dans la première édition et en option, c'est-à-dire il démarre en fait avec un premier scénar qui est le fait que les PJ trouvent enfin, trouve la motivation en fait de se lancer à force de recevoir l'appel et de faire le voyage dangereux et donc d'avoir ce côté je dois récupérer mon objet. Alors dans l'idée, l'objet ça peut être n'importe quoi, ça peut être une arme, ça peut être une armure, ça peut être une couronne, ça peut être un vêtement. C'est simplement un objet qui a été important pour la divinité et qui contient une partie de son pouvoir.
Donc elle peut être n'importe où, elle peut être effectivement très très enfouie dans les ruines, au fond des restes d'un château ou des choses comme ça, ou elle peut être effectivement juste parmi d'autres objets qui sont fichés dans les flancs de la montagne et à côté de la cité. Et, mais de toute façon, cet objet-là, à part l'avatar qui en est digne, personne ne peut rien en faire. D'accord, oui, c'est vraiment c'est un tournevis pour le commun des mortels et C'est ça, ça devient quelque chose de beaucoup plus puissant pour l'avatar. exactement. Si tu voulais savoir un peu graphiquement comment on voyait ça, alors moi je me réfère à nouveau au Chevalier du Zodiac, où tu vois un peu les armures étaient toujours conservées dans un lieu, tu vois, l'armure du dragon qui était derrière une cascade, l'armure du cygne qui était dans un mur de glace. Ok, Dans la saison Asgard, on voit le moment où la prêtresse appelle tous les guerriers divins, ils ont tous leur armure dans un endroit particulier. En rapport avec le mythe, bah, tu imagines un peu ça, quoi. Les PJ qui arrivent, si t'es le PJ d'un Deva du feu, tu vois, de la chaleur et tout, bah, tu vas t'enfoncer dans une grotte, tu vas te retrouver au milieu d'un lac de magma, et puis ta Devastra sera sur une petite île au milieu de ce lac, et puis ton épreuve, ce sera d'aller la récupérer sans te brûler les pieds, quoi. ok, Donc c'est Voilà. un peu ce genre d'idée, en fait, graphiquement. d'accord. C'est stylé, ça. Ouais. Puis j'aime Ouais. bien l'idée qu'on peut avoir le préquel de l'histoire des héros. Fait- La session 0, les sessions 0 peuvent être vraiment dingues avec ce genre de mise en place. En parlant d'objets, il y a une des options du jeu, c'est des jetons qui sont utilisés pour, entre autres, simuler les tours de combat. Ça tourne résolument Devastra vers le jeu présentiel, ces utilisations de jetons. Est-ce que c'est une volonté de votre part? Est-ce que c'est juste pour rendre le présentiel plus fun? Et question subsidiaire, qu'est-ce que vous pensez de l'aspect physique d'un jeu de rôle? Est-ce que c'est important d'avoir une jolie boîte, des jolis gadgets Alors, pour répondre à ça, je vais dire la réponse à toutes ces questions mélangées, ça va être oui et non, forcément, puisque c'était beaucoup de questions. Mais je vais reprendre les questions une par une. Donc, oui, c'est important l'objet physique et le fait d'avoir de beaux livres. Nous, on aime ça, les beaux livres. Et c'est générationnel, hein. Nous, les beaux livres, les beaux coffrets sur notre bibliothèque, on adore ça. D'ailleurs, on a des bibliothèques très remplies derrière nous, vous avez vu? Ils sont très jolis, les bouquins que j'ai regardés tout Euh, à l'heure. Alors, et j'ajouterais que oui, pour nous, c'est aussi important d'avoir un gameplay qui soit étudié pour être bien pris en main autour d'une table. C'est-à-dire, on assume totalement des choix qui sont faits avec des accessoires, parce que notamment les différents types de joueurs et joueuses, hein, ils vont aborder les règles de façon très différente. Certains vont plus facilement retenir les règles quand on leur explique oralement, et puis ils vont vouloir voir des actual plays. D'autres, c'est en voyant les règles qui sont écrites dans les livres et en lisant les livres qu'ils vont bien comprendre. Et puis il y en a d'autres, ils ont besoin de manipuler des choses, hein, ils ont besoin de jouer avec des dés, avec des jetons, de prendre des notes, etc. Nous, on souhaite que nos jeux soient appréciés par le plus grand nombre, donc du coup, nous essayons de faire en sorte que ces mécanismes, ils existent, et des mécanismes visuels, c'est toujours plus simple à prendre en main. Alors, donc il y a effectivement des jetons dans Devastra qui correspondent à un mécanisme qui existait déjà sous une forme un peu différente dans les éditions précédentes, qui était un mécanisme qui permettait de choisir en fait au niveau des tours de jeu si on voulait être plus ou moins offensif, plus ou moins rapide, plus ou moins faire plus d'actions ou plus ou moins être défensif. Les jetons, ils servent à ça en fait. Ils servent à noter et à visualiser les dépenses que font les personnages en ce qui concerne leur shakti, hein, c'est-à-dire leur supériorité, leur énergie en fait. Et ils vont pouvoir l'utiliser pour attaquer mieux, pour défendre mieux, ou pour agir plus souvent, ou pour agir plus vite, en substance. Donc voilà, ça c'est le gameplay, on va dire, autour d'une table. Mais là où je vais dire non, c'est non, le jeu il n'est pas exclusivement pour jouer sur table et en présentiel. Il existe de nombreux moteurs de VTT qui vont parfaitement s'accommoder de notre présence de jetons. Hein, moi j'ai fait des actual play avec juste un Discord et un Miro et ça m'allait bien, mais on a aussi des tas de fans qui adorent les VTT. Et notamment on a un de nos fans qui a monté l'adaptation sur Foundry déjà, avec le kit. Oh, ouais. Et puis on avait prévu de toute façon, donc après ça va dépendre aussi du nombre de paliers qui tombent sur le financement et là le lead pledge en cours. Mais on avait prévu de toute façon avec Entremonde, donc avec l'éditeur, de s'implanter sur les différents VTT les plus connus, hein, donc au moins du Roll20 et du Foundry et peut-être d'autres s'il y a d'autres demandes. Donc après la question c'est au bout de combien de temps et jusqu'à quel point. Mais l'idée, c'est que ces paliers, ils n'ont pas disparu du Let Pledge, hein, ils sont toujours là. Et donc oui, le jeu, il va être jouable en ligne, bien évidemment. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une version du jeu Devastra qui est moderne. Et moderne, ça veut dire que ça doit être jouable en ligne. Les accessoires seront toujours les mêmes, ils seront juste visualisés légèrement différemment, en fait. J'ajoute que nous, on s'appuie sur l'expérience qu'on a déjà sur notre précédent jeu.
Hong Kong, les Chroniques de l'étrange, qui pour le coup est encore bien plus matérialiste, entre guillemets, que Devastra, puisque quand on fait un jet, il fallait répartir les dés sur un diagramme des éléments chinois. On pouvait mettre des succès de côté sur une réserve pour les joueurs. La piste d'initiative était aussi avec des jetons. Pourtant, le jeu se joue parfaitement en ligne. Et il n'a jamais eu de soucis. Alors, comme dit Cédric, moi, avec un Discord et un Miro, il suffit juste de dupliquer plein de petits pions sur le Miro pour faire les jetons. Tu les déplaces facilement sur les fiches des persos ou sur les endroits où tu as fait ta réserve. Et puis, on a effectivement des gens qui ont créé les règles des Chroniques de l'étrange sur, je ne sais plus lesquelles, mais Ah, Roll20 il y ou a, Let's Roll. ouais, il y a Let's Roll, il y a Roll20, Let's Roll, je je pense crois. qu'il y a Foundry aussi. Oui. Ouais, 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 donc ça pose aucun souci, puisqu'en fait, si tu peux m'autoriser Donjons et Dragons sur ce genre de logiciel, et c'est vrai que c'est quand même un jeu qui utilise souvent des maps, hein, des battle maps, des figurines ou des choses comme ça. Donc nous, on est à un niveau quand même d'abstraction plus élevé, même s'il y a quelques éléments autour de la table. En tout cas, ça, c'est vraiment pas une barrière pour le jeu en ligne, puisque il y a même des gens qui préfèrent y jouer en ligne qu'en présentiel parce que tu peux automatiser avec un bot Discord les jets de dés et des choses comme ça. Donc c'est super facile, tu as juste à taper combien de dés tu lances et le truc te dit tout de suite combien tu as de succès, combien tu as d'avantages et de choses comme ça. Donc ça marche vraiment, vraiment très bien. Et, comme disait Cédric, c'est vrai que si on veut toucher à un moment un public de gens qui sont pas forcément des rôlistes de base, mais qui sont des cousins parce qu'ils jouent à des jeux de plateau, donc ils ont l'habitude du matériel. Ils visualisent bien, ils sont parfois un peu désarçonnés quand on leur dit le jeu de rôle, c'est tout dans ta tête, t'as juste besoin d'un papier et d'un crayon pour écrire, à la rigueur t'as des dés. Des fois ça peut dérouter certaines personnes, mais moi j'ai vu quand on faisait des démos en convention, en salon, il y a un salon où j'ai enchaîné 2-3 tables avec que des débutants complets de jeux de rôle sur les Chroniques de l'étrange, des gens qui avaient jamais fait de jeu de rôle, ils se sont tout de suite emparés du matériel, ils ont tout de suite vu comment ça marchait parce que pour eux ça évoquait ce qu'ils pouvaient voir dans des jeux de plateau et ça les désarçonnait pas. Alors que certains rôlistes on va dire, expérimentés avaient plus de mal à s'emparer de ça parce qu'ils avaient des habitudes forgées par des années, alors que des joueurs sans préjugés, eux, ça les dérange vraiment pas. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être apprécié, qui peut amener un nouveau public, et puis qui n'est pas un obstacle pour même un public très jeune qui joue beaucoup en ligne, puisque ça s'adapte très facilement sur les plateformes actuelles. Ouais, les règles de cette édition de Devastra, elles sont quand même relativement simples, hein. C'est Et des la D6, base. avoir des Voilà, la base, c'est une poignée de dés qui sont lancés. En l'occurrence, c'est des D6 qui sont comparés à un niveau de difficulté. Et si les résultats supérieurs à ce niveau de difficulté, c'est des succès, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est quand même très très répandu comme façon de faire. Et, Les lancers de dés, ça, c'est effectivement quelque Et chose donc de... effectivement, la seule petite subtilité, c'est effectivement le côté un peu, je dirais le petit aspect tactique qui est apporté par le choix effectivement du nombre d'actions qu'on veut faire dans un tour. Et pourquoi on l'a fait comme ça? C'est parce qu'on voulait vraiment amplifier l'effet shonen, hein, avec des personnages qui font plein de choses, justement pas en simultané. On voulait éviter un côté, on voulait à la fois que les PJ aient ce sentiment de puissance de pouvoir faire plein d'actions durant un tour, et d'un autre côté qu'on ne se retrouve pas avec le syndrome qu'on peut trouver sur certains jeux qui ont des multiples actions comme ça, c'est-à-dire c'est mon tour et du coup j'enchaîne plein de choses et pendant ce temps-là plus personne réagit. Vous savez, si j'ai deux actions, si tout le monde a deux actions par tour et que moi j'en ai cinq, quand vient mon tour, je fais plein de trucs et puis pendant ce temps-là il n'y a personne d'autre qui joue. Là, l'idée, c'est qu'en fait, effectivement, même si un personnage il arrive à avoir 3 ou 4 ou plus actions par tour, de toute façon, effectivement, les actions, elles sont faites à des rangs d'actions. Et donc, vous allez avoir au rang 7 qui fait quoi, au rang 6 qui fait quoi, au rang 5 qui fait quoi. Et donc, même si moi, j'agis au rang 5, au rang 3 et au rang 2, n'empêche qu'entre-temps, il y a les autres personnes qui ont agi au rang 4 qui vont avoir agi. Et même au rang 3, je serais peut-être pas le seul à agir. Donc, du coup, ce truc-là participe de donner cette dynamique de, en fait, exactement comme dans un shonen, c'est-à-dire tout va très vite. En fait, pour les personnages, il s'est passé quelques secondes, et pour les PJ, c'était un tout petit peu plus long parce qu'effectivement, on a vu la scène au ralenti avec les différents mouvements, les différents changements, les différents déclenchements de pouvoir, les personnages qui se sont dit oh bon sang, qu'est-ce qu'il est fort, ce genre de choses. Je me permets un petit point de contexte. Vous parliez des Hong Kong, les Chroniques de l'étrange, c'est votre précédent jeu de rôle adapté de tes romans, Romain, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Absolument. C'est un peu qui a scellé notre fraternité d'armes.
C'est ça. Des très bons romans d'ailleurs, on m'a dit. Je vais pas dire le contraire, mais Ce serait assez étonnant et plutôt contre-productif. En parlant des règles, c'est vrai qu'elles sont pas compliquées. Moi qui suis quelqu'un de feignant, on va dire, on va donner le terme, je suis une grosse feignasse. Je trouve qu'il y en a un certain nombre. Ça peut être un peu touffu pour un débutant, ce que je ne suis pas, heureusement. Est-ce que vous auriez un conseil pour un premier un MJ enfin, une personne qui achète ce jeu et que c'est son premier jeu? Ouais. Alors, en fait, l'idée de ce jeu, c'est que c'est un jeu dans lequel on a voulu garder à la fois la grande souplesse qu'il y avait dans les éditions précédentes. Alors, les éditions précédentes, pour un souci de place, elles fournissaient énormément de méta-règles. C'est-à-dire, il y avait des règles pour créer des pouvoirs, il y avait des règles pour créer des objets, il y avait des règles pour créer des personnages, et il y avait des règles pour créer des devas. Voilà, hein, donc tout ça, c'est des éléments qui permettait au MJ de fabriquer tout ce qu'il voulait. Par contre, il y avait beaucoup de travail pour le MJ. C'est-à-dire que typiquement, je pense que Devastra première et deuxième édition, ils sont pas vraiment très bien conçus pour des MJ débutants, parce qu'un MJ qui a l'habitude, avec ce qu'on lui fournit, il va savoir se l'approprier et tout fabriquer lui-même. Par contre, un MJ qui était vraiment, vraiment débutant, bah, le souci, c'est qu'il avait encore beaucoup de travail avant de pouvoir jouer. Là, dans cette édition, justement, l'idée, c'est qu'on a vraiment pré-mâché les choses, on a vraiment fait en sorte que le jeu puisse s'apprendre par différentes couches. C'est-à-dire que d'une part, on a changé la façon dont se créent les personnages. C'est-à-dire qu'à la base, maintenant, on a la possibilité de jouer soit des pré-tirés, soit de créer l'avatar et de choisir une Devastra pré-tirée, soit de créer la totalité. Donc ça donne quand même trois méthodes. Une méthode dans laquelle il n'y a rien à faire, on prend la fiche pré-tirée, on lit ce qu'il y a dessus et puis on peut jouer. Une méthode dans laquelle on crée son personnage, mais par contre on récupère un Deva et la Devastra déjà tout fabriqué, et ça enlève une grande complexité parce que globalement le fait de fabriquer ses propres pouvoirs, quand on ne connaît pas le jeu, c'est un peu difficile de choisir ce qu'on a vraiment envie de faire dans ces cas-là. Donc, ça permet d'essayer le jeu avec des pouvoirs déjà fabriqués, etc. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs en évoluant par la suite de les modifier, de les upgrader, etc. pour que ça colle à sa façon de jouer. Et puis après, il y a la troisième, un petit peu plus pour les vétérans ou pour les gens qui aiment beaucoup les règles, c'est-à-dire on peut tout faire soi-même. Voilà. Donc ça, c'est dans la création de personnages. Et puis pour le MJ, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que auparavant, il y avait des règles pour créer des PNJ et pour créer des Asuras. Là, on fournit un bestiaire, donc avec des créatures déjà prêtes à jouer. Ces créatures prêtes à jouer, elles sont fournies avec des conseils sur comment les rendre vivantes et intéressantes. Il y a des conseils aussi de fabrication de scénarios, mais on fournit des scénarios tout prêts. Dans ces scénarios, certains d'entre eux, les premiers scénarios sont rédigés avec vraiment un aspect très très didactique, c'est-à-dire on vous apprend à jouer au fur et à mesure que vous avancez dans le scénario, ce qui est le cas d'ailleurs du scénario du kit. Le scénario du kit de démonstration, il est comme ça. Donc voilà, non. La manière dont on a voulu rendre les choses plus faciles pour le MJ, c'est en permettant d'accéder au jeu. On voulait que dans le coffret, il y ait tout ce dont le MJ aura besoin. Et en même temps, on a découpé les choses de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de tout lire et de tout savoir dès le départ. Il peut attaquer le sujet petit à petit, morceau par morceau. Et on pense que ça peut suffire à rendre les choses, on va dire, amicales pour les MJ débutants. D'accord. Déjà, moi j'ajoute vraiment que enfin, on peut pas imaginer le boulot qu'a fait Cédric pour rendre cette accessibilité, puis c'est surtout lui qui l'a fait. À ce niveau-là, je peux pas m'en donner le crédit, hein, c'est son travail. Quand il dit il y a des Vastra pré-tirés, c'est-à-dire qu'il y a des Vastra avec tous leurs pouvoirs, c'est-à-dire aller jusqu'au niveau 7, c'est-à-dire qu'un avatar se définit par ces 7 chakras qui s'ouvrent petit à petit. Les PJ en ont 3, et puis ils évoluent jusqu'à ouvrir leur 7ème. Là, Cédric, il a créé des Devastra avec les 3 premiers pouvoirs pour quand on crée un perso débutant, et puis ensuite il donne tous les autres. Parce qu'au fur et à mesure que les PJ pré-tirés vont évoluer, effectivement, un joueur débutant aura juste à enlever le cache qui cachait le pouvoir de niveau 4 et puis le récupérer. Et il donne même des suggestions d'évolution différentes si le joueur a envie d'aller plus dans cette direction, plus dans celle-là. Il y a un travail qu'il a fait qui est énorme, quoi. Moi, je m'en fais vraiment pas pour des joueurs ou un MJ débutant parce que, de toute façon, il y a tout un livret qui est dans le coffret. Il y a 3 bouquins et le 3e, c'est un livre de référence où il y a toutes les données techniques qui sont intéressantes, donc qui peut circuler autour de la table, où tout le monde peut s'en emparer. Il y a la description de tous les avantages, désavantages, les types de pouvoirs, les Devastra, etc. Donc c'est vraiment un travail de facilitation qu'on voit quand même
Pas forcément souvent dans le jeu de rôle. Et je crois que des MJ ou joueurs débutants, déjà en voyant ce beau coffret bien illustré, ça leur tapera dans l'œil, en voyant vraiment que tout est fait pour les accueillir dans cet univers de façon didactique, bah, ils se sentiront vite à l'aise. Et puis au fur et à mesure qu'ils apprendront, bah, ils verront qu'en plus on les restreint pas. C'est-à-dire que c'est pas comme une boîte d'initiation où tu peux jouer ton perso jusqu'au niveau 3, puis après il faut acheter le jeu entier. Là, ils peuvent jouer jusqu'au plus haut niveau quand ils redeviennent des dieux. Tout est inclus dedans, tout est pré-mâché, et puis s'ils le veulent, ensuite ils peuvent tout faire à leur sauce. Vraiment, moi, j'étais complètement soufflé par ce travail que Cédric a accompli, hein. Et c'est Merci. un vrai Cédric. choix, à mon sens. En fait, le coffret, il est vraiment pensé pour être pratique autour de la table. C'est-à-dire, il y a vraiment un livre dans lequel il y a, on va dire, l'ensemble de ce qui est connu des PJ. Et on va trouver le lore, donc l'histoire de Priscilly connue des PJ. On va trouver les règles de création et on va trouver les règles de base dont les joueurs ont besoin pour jouer leur personnage. Donc ce livre-là, il peut rester du côté des joueurs et quand les joueurs ont besoin d'une information, ben voilà. Le deuxième livre, c'est le livre du MJ. Dans le livre du MJ, on a vraiment tout ce dont le MJ a besoin, donc les règles pour gérer les PNJ. Hein. On est dans un système asymétrique, c'est-à-dire que même s'il y a pas mal de règles côté PJ, côté MJ, les règles pour gérer les PNJ sont plus simples que celles des PJ. Et dans ce livre du MJ, on va trouver les conseils pour masteriser, les différents secrets du jeu, et puis un scénario. Et puis après, un scénario qui a une particularité, puisque c'est un scénario qui est réutilisable. C'est-à-dire il est dans un contexte, un cadre d'aventure, dans lequel en fait on peut faire plusieurs aventures. Et puis après, derrière, il y a ce fameux livre de référence dont le but c'était de se dire, en fait, il y a un livre dans lequel il y a tous les sorts, tous les enseignements. Les enseignements, c'est des espèces de mini-carrières, en fait. Toutes les pièces d'équipement, tous les éléments dont le MJ peut avoir besoin de temps en temps, mais les PJ aussi. Donc il peut tourner autour de la table, ce livre-là, en fonction de qui en a besoin. Et puis dès qu'on se dit, ah mince, mais ça veut dire quoi ce mot-là? En fait, on prend ce livre-là et puis on a la réponse. Alors, ça peut paraître parfois un petit peu fastidieux de se dire, ah oui, mais ça veut dire que je dois aller voir des références, etc. Mais en fait, quelque part, les MJ débutants, et même les PJ débutants, avoir un cadre qui est clair, c'est rassurant, en fait. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils ont besoin de l'information, ils savent que l'information, elle est là. Ils savent qu'en regardant dans le lexique, ils vont facilement retrouver la page et ils vont trouver l'info. C'est beaucoup plus facile, en fait, de débuter dans le jeu avec un jeu qui est précis qu'avec un jeu qui est flou. Et pour être précis, il faut un certain nombre de pages. Ça, c'est Il n'y a pas de miracle. On a beaucoup d'exemples et de précisions, et c'est ça qui peut donner une impression de grande richesse de règles, mais au final, elles sont quand même sont quand même assez simples, quoi. Et Et les principales règles du jeu, elles sont réutilisées partout pareil. Je vais prendre un exemple. Dans l'affrontement, dans les conflits, attaquer physiquement avec une épée, lancer un sort offensif, faire une réplique pour démoraliser ou intimider l'adversaire, tous ces éléments-là, c'est exactement les mêmes règles. même impact en deux. C'est-à-dire, C'est-à-dire que vous êtes dans un débat, s'il s'agit de convaincre un adversaire avec un argument tranchant, vous faites le même jet. Alors, au lieu d'utiliser voilà, le domaine martial, vous allez utiliser le domaine social, mais ça va attaquer ce qu'on appelle le prana, qui est Oui, c'est ce que j'ai vu. à la fois la volonté, l'énergie, le souffle de l'adversaire. Et si son prana tombe à zéro, vous lui infligez un statut, et le statut dans un débat, ça va être je t'ai convaincu ou je t'ai humilié. Dans un combat, ça va être je t'ai immobilisé, je t'ai blessé. Et donc, on est toujours on est toujours dans ce genre de choses, quoi. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de différents sous-systèmes, il y en a vraiment qu'un pour les conflits. Voilà, il y a les actions de base, il y a les actions de conflit, et c'est les seuls éléments vraiment qui sont à connaître, quoi. Donc toutes sortes de conflits. c'est ça. L'idée, c'est que on pourrait très bien avoir un tournoi d'arts martiaux ou un tournoi de cuisine ou un tournoi de lancer de sortilèges. Ou un week-end avec sa belle-mère. Tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Et l'idée, en fait, c'est que, en fait, on souhaitait donner une mécanique très claire et qui, entre guillemets, est un moteur central qui est très uniforme, de manière à ce que les MJ puissent aussi facilement improviser des arbitrages. C'est-à-dire que l'idée, c'est que effectivement, les MJ débutants, ils ont besoin d'un cadre où on leur, entre guillemets, on leur donne les clés pour qu'ils puissent, face à une situation, on va dire inattendue, trouver des réponses. Mais les MJ vétérans, eux, ils ont plutôt besoin de comprendre l'esprit des règles
Et après, derrière, ils vont généralement gérer le truc avec de l'arbitrage un petit peu à la volée. Et donc, pour faciliter l'arbitrage à la volée, il faut un cœur de règle très très solide, mais il faut pas que ça change. Il faut pas, comme disait Romain, il faut pas qu'il y ait des microsystèmes partout, quoi. Donc, Et on a essayé puis, de faire un gros système bien solide qui sert à tout. si vous regardez les shonen, il n'y a pas que les shonen de combat, hein. Regardez Oui, bien sûr. Il y a des shonen de tous les enfants cuisine. comme nous, on a connu Olive et Tom, hein, Captain Tsubasa, bah, les mecs, c'était du foot, mais putain, ils donnaient leur vie sur le terrain, quoi. Ah Donc oui. ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans des Devastra. S'ils décident de se faire un tournoi d'un sport, du sport local de tel royaume, ils peuvent très bien le faire, et ce sera avec les mêmes règles. Et dans le chapitre justement dont je parlais des inspirations, on donne plusieurs exemples de mangas, il y a une catégorie, les mangas où les affrontements ne sont pas des combats, donc où je parle par exemple d'Ikaru no Go, qui est un manga shonen sur le Go. Et, dit comme ça, on pourrait se dire, ouais, c'est un peu chiant, mais en fait non, la vache, c'est super addictif, quoi. Parce que c'est super bien mis en scène, parce que tu les vois qui surpassent et tout. Alors ouais, ils posent des pions sur un plateau, mais on sent la tension et tout ça, et on peut le faire dans Devastra, ça. Et, Dans bah, Yu-Gi-Oh aussi, c'est pareil. Ils posent Mm. des cartes ouais, et Yu-Gi-Oh, ils pareil, ouais, tout transpirent à comme des fait, hein. fous alors qu'ils posent juste des cartes. C'est ça, ils sont là, Très je mise attention. ma vie sur cette carte-là, ils C'est abattent ça. le truc, ouais, non, c'est totalement faisable, hein. Mm. Et puis, bah, tu me détrompes, mais je pense que l'écran, on va faire la même chose que ce qu'on a fait sur les chroniques de l'étrange, c'est-à-dire que le côté verso, donc du MJ, pour chaque élément, on a le rappel du Oui, numéro de oui, bien page, sûr. Bien sûr. Oh, Oui. livret dans lequel on est, comme ça, si jamais le Ça, niveau... c'est des recettes qu'on avait dans les chroniques de l'étrange et qui nous viennent en fait des habitudes qu'on a prises avec Entremonde. Hein, c'est dans l'écran, effectivement, chaque partie de l'écran, il y a la règle résumée, puis il y a le numéro de page et le livre dans lequel on va trouver la règle complète, si vous besoin. De la même manière, à la fin du tome 3, il y a en fait un lexique avec un index des termes importants qui permet de facilement retrouver les pages. Encore une fois, hein, l'idée c'est que d'un côté, on veut écrire un livre qui soit agréable à lire la première fois qu'on le lit et quand on découvre l'univers, mais on veut aussi que le livre il reste utile quand on est autour de la table et qu'en plein milieu d'une partie, on cherche une information. Et s'il y a bien un truc qu'on ne veut pas faire en plein milieu d'une partie, c'est perdre du temps à chercher l'information, ou pire, se dire ah, de toute façon, j'ai lu ça quelque part, mais dans mes 50 suppléments de vampires, je sais pas où. ça sent le vécu. J'ai pris un exemple au hasard, ça sent le vécu. Hein. Donc, Comme faut pas se parce que cacher que ce soit sur les chroniques de l'étrange ou des Vastra, on sait qu'on propose des univers exotiques, avec un voilà. vocabulaire dont on n'a pas forcément l'habitude chez nous. Donc, on est obligé de donner ce genre de choses, hein, index, lexique, pour que les On gens s'est posé, s'approprient les termes, le vocabulaire, et que ça coule ensuite naturellement, quoi. On s'est posé la question, par exemple, par rapport au vocabulaire. Par exemple, le prana, on aurait pu appeler ça combativité, mais on a préféré appeler ça prana parce que ça met une ambiance. Hein. Les jetons de Shakti, on aurait pu appeler ça des jetons de supériorité, mais on a préféré jetons de Shakti parce que voilà. Donc, sur les éléments vraiment clés du jeu, comme le prana, le Shakti, etc., les termes, ils sont uniques, mais ils sont tellement utilisés tout le temps qu'ils vont vite rester. Par contre, on s'est aussi posé la question par rapport à des termes qui mettent dans l'ambiance, comme par exemple Rajkumar, ça veut dire prince. Est-ce qu'on écrit Rajkumar ou est-ce qu'on écrit Prince? Eh ben, finalement, on s'est décidé à écrire Rajkumar avec Prince entre parenthèses, Chaque fois. à chaque fois, partout dans le livre. Faire un peu de signe, mais ça donne une Voilà. accessibilité. Et petit à petit, les termes, ils vont rester. Et je dirais qu'ils participent de l'ambiance. C'est-à-dire que si on veut dépayser un petit peu, bah oui, effectivement, un prince et un Rajkumar, ok, c'est la même chose en termes de langue, mais le fait de faire le roleplay en disant le Rajkumar, ça change des choses. Ah bah l'immersion est beaucoup plus... et tout de suite, on est dedans. Après, on fera pas la police à votre table, hein. Si vous avez envie de dire prince, Bien roi, sûr. allez-y. Bah d'ailleurs, c'est aussi vrai pour le côté réalité historique. Hein. On voit que dans les shonen, parfois, si on parlait tout à l'heure des Chevaliers du Zodiaque, les Chevaliers du Zodiaque, ils s'approprient tout un tas de mythologies et ils les adaptent d'une manière qui n'a rien à voir avec la mythologie d'origine. Mais on s'en fout parce que c'est cool. Et j'ai envie de dire, Devastra, ça doit être pareil. C'est-à-dire que à quel point ça doit ressembler à l'Inde et à quel point ça doit être, entre guillemets, ça doit coller à la mythologie réelle de l'Inde, j'ai envie de dire, on s'en fout. Et la police du JDR viendra pas à la table de personne pour vérifier. L'important, c'est que ce soit cool. La bonne façon de jouer au JDR, c'est quand tout le monde s'amuse.
Et donc, nous, encore une fois, on donne des éléments qui permettent de s'approprier tout ça. On n'a même pas la prétention de donner quelque chose d'exhaustif, parce que c'est pas possible. La richesse de la mythologie indienne, elle est telle que c'est impossible de mettre dans nos livres de JDR quelque chose d'exhaustif à ce point de vue-là. Ce qu'on arrive à faire, c'est effectivement donner suffisamment pour que l'ambiance soit là et pour que la thématique, elle soit prégnante, qu'elle soit présente dans le jeu. Et après, combien on dose? Il y a aussi des gens qui étaient fans de Devastra première et deuxième édition et qui voyaient plus le côté Inde que le côté shonen et qui, à un moment donné, sont venus nous voir en disant oui, mais comment on va faire? Et on leur dit mais en fait, vous faites comme vous voulez parce que c'est pareil, la quantité de shonen dans le jeu. Sorti du fait que nous, on a voulu les illustrations et puis qu'on a donné tous les outils pour pousser ça dans le système, elle va vraiment dépendre de la table, parce que, comme j'ai dit, il y a des actions, par exemple, qui permettent de se concentrer. Il y a des actions qui permettent de s'étonner de la puissance de son adversaire et récupérer un avantage tactique derrière. Mais rien oblige les PJ à s'en servir. Nous, on essaye de faire en sorte que ce soit rentable et que les PJ aient envie de s'en servir. Mais au bout du bout, c'est bien les joueurs et les MJ qui vont faire ce qu'ils veulent. Et clairement, l'idée de ce jeu, c'est vraiment de laisser de la liberté tout en donnant tous les moyens et en essayant de pousser une vision qui nous paraît fun, dans l'esprit, entre guillemets, de ce qu'on avait en tête quand on a dans le cadre romain, écrit, et dans mon cas, réécrit des morceaux de tout ça. Moi, j'ai connu des joueurs, des groupes qui, pour les éditions précédentes, qui jouaient en fait à Devastra comme un L5R en Inde, en fait. Et il n'y a pas de souci, quoi. Si c'est comme ça, qu'ils ont envie de prendre l'univers, il y a aucun problème. Donc, ils aimaient bien jouer comme ça. Puis j'ajouterais que ceux qui sont plus intéressés par le côté hindou que shonen, l'avantage du fait qu'on pioche quand même assez largement dans cette mythologie, hein. On n'a pas trop touché les noms. Je veux dire, Shiva, c'est Shiva, Vishnu, c'est Vishnu, Indra, c'est Indra. On n'a pas changé leur nom. Donc, l'hindouisme, c'est assez facile de trouver des infos dessus, hein, Wikipédia, que sais-je sur la question. Donc, un MJ qui a envie d'aller piocher d'autres éléments là-dessus, il trouvera facilement des ressources en ligne. Comme bien même le jeu n'est pas historique, il est assez suffisamment parahistorique pour qu'on puisse largement utiliser les infos réelles pour l'épicer, l'augmenter, Ouais. Comme source d'inspiration, tout comme d'ailleurs les films de Bollywood peuvent servir de source d'inspiration, les sagas à la Bahubali, etc. De toute façon, ça nous a servi à nous de source d'inspiration. Donc voilà. Parler tout à l'heure du ton, est-ce qu'on est dans le sérieux ou est-ce qu'on est dans le fun, et puis le curseur, le MJ le place où il veut. Moi, à mes tables, j'ai un joueur qui fait des Bollywood time. Et il a les moyens sur son personnage de le faire, c'est-à-dire qu'il a effectivement une capacité spéciale qui lui permet de résoudre certains problèmes avec la danse. C'est merveilleux. Et ça marche super bien. C'est trop bien. C'est un argument de plus pour l'achat de ce jeu. Donc je ne sais pas s'il danse et il chante vraiment à la table, mais Ah, le roleplay, oui, moi j'ai envie de dire. Est-ce qu'il quand même c'est ça la question. Le roleplay est important. La partie roleplay est très importante. Et du coup aussi, peut-être, voilà, vous nous en avez dit beaucoup, du coup, sur vos livres. Est-ce que vous auriez des petits détails, des petites choses dont vous pouvez nous parler sur ce que ça va être, un petit truc, un petit quelque chose qui sera dans l'un des 3 livres, un petit inside? Est-ce que vous pouvez nous en parler ou est-ce que vous préférez garder la surprise, ce qui serait tout à fait compréhensible? Moi, ce que je peux dire, c'est que donc, quand on a regardé un peu le background du jeu de départ, pour les personnes qui connaissaient les premières et deuxième éditions, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait vraiment les grandes, on va dire, les grandes fondations de cet univers. Mais que par contre, effectivement, pour des raisons de place, on n'avait pas forcément creusé, notamment on va dire, les subtilités et les détails qu'on pouvait y trouver. Donc du coup, on avait à l'époque un royaume qui était défini comme un royaume guerrier, un royaume qui était défini comme un royaume marchand et un royaume qui était défini comme un royaume spirituel. c'est pas. Voilà, donc c'était très archétypal, mais d'un autre côté, c'était une nécessité, compte tenu du peu de caractère, de brosser les grandes lignes, en fait, Ouais. de manière à ce que le MJ s'y retrouve rapidement, et puis qu'après, il puisse lui détailler à l'intérieur. Là, aujourd'hui, nous, on a eu, grosso modo, côté univers, on a 40% de plus de texte, puisqu'on avait plus de place, et donc on a commencé à beaucoup plus creuser, en fait, cet aspect-là, et en le creusant, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait moyen d'enrichir, en fait, les différentes cultures.
Et donc, on a vraiment là pour le coup 3 royaumes avec des cultures très différentes, qui ont effectivement du coup différentes régions avec différentes villes. On va avoir au sein de ces villes des factions, qui sont des factions secrètes. Les factions, alors factions secrètes, dont les PJ peuvent avoir connaissance au départ parce qu'il y a des rumeurs, mais après derrière charge à eux de, on va dire de trouver, d'arriver à y adhérer s'ils en ont envie, ou bien carrément des secrets qui sont bien gardés par le MJ. Et en fait, au sein de ces différentes choses qu'on a développées, effectivement, on a développé des aspects, comme par exemple, on a une des factions qui est une faction d'historiens, et cette faction d'historiens, en fait, elle cherche, Devastra, c'est un monde dans lequel les dieux ont été oubliés, hein, donc ils se réincarnent sous la forme des avatars, mais les avatars, ils sont plus perçus comme des élus du Dharma qui ont des super pouvoirs que réellement des dieux, hein. Les gens ont oublié ce que c'était qu'un dieu, donc même si l'avatar allait voir les gens en leur disant « Je suis la réincarnation de Shiva », les mecs diraient, mais c'est qui Shiva? C'est un dieu, mais c'est quoi un dieu? Parce que ils n'ont pas ce sens religieux-là. Et donc du coup, effectivement, l'existence de cette faction, effectivement, de personnes en fait qui se sont aperçues qu'il y avait des choses bizarres dans les ruines, qui ont fait des recherches historiques et qui sont tombées sur des restes d'anciennes civilisations et qui se sont dit mince, ça colle pas du tout avec notre civilisation. En fait, c'est une occasion en fait d'avoir des aventures en plus et un moyen en fait pour les avatars d'en apprendre plus sur leur Deva. Et un des éléments qu'on souhaite faire, nous, dans la gamme, c'est que là déjà, on a prévu, il y a je ne peux pas encore me prononcer pour dire s'il y en aura 10 ou 12, mais il y a des Devas prêts à jouer dans le jeu. Ces Devas, ils arrivent avec un historique, et dans cet historique, il n'y a pas tout. Parce qu'il y a des choses que le Deva va devoir découvrir petit à petit. Et donc là, l'idée, c'est dans le suivi de gamme, de permettre à chaque fois de rajouter des détails sur la vie de ces Devas-là, et de donner un peu plus au MJ de moyens de continuer de raconter cette histoire, sachant que lui, il a déjà dans le coffret les grandes lignes dans les secrets. Mais l'idée, c'est aussi de permettre d'avoir des fois justement des petites anecdotes. Il va y avoir des scénarios, par exemple, il y a un des scénarios qui est prévu dans lequel, si un personnage joue Kali, eh ben, effectivement, va s'apercevoir que Kali, en fait, elle a fait des choses et que il y a encore des gens qui se souviennent d'elle et ils n'ont pas forcément tout bien compris de ce qu'elle leur a enseigné. Et donc, ils font pas toutes les choses bien. Donc, du coup, comment le personnage qui aura Kali va réagir sur ce genre de choses, c'est on va dire un des petits trucs intéressants en fait qu'on a ajouté à cette édition-là, c'est-à-dire cette possibilité de dire, en fait, on va vous donner des accroches personnalisées dans la campagne de scénario pour les devas qu'on a proposés. Et du coup, charge après au MJ, s'il a des devas originaux, de créer les siens pour ces devas originaux, mais il peut s'appuyer sur ces accroches-là pour les devas prêts à jouer. Moi, c'est plus, finalement, c'est plus le côté graphique hein, qui me frappe énormément dans cette édition. Le fait que l'éditeur nous ait suivis à fond là-dedans, qu'on ait pu avoir recours au studio Glishan qui a totalement compris notre demande, qu'on ait pu avoir Jérôme Alquier qui nous a fait la couverture entre guillemets du coffret avec des personnages vraiment magnifiques qui pour le coup rappellent énormément son travail sur les Chevaliers du Zodiaque. C'est un grand plaisir puisque c'est quelque chose qui m'embêtait un peu dans les anciennes éditions, hein, le fait qu'on était dans des époques où, dans le milieu du jeu de rôle, les mangas, c'était parfois vu avec un petit peu de condescendance, et que pousser les potards à 11 sur ce sujet dans un jeu, c'était pas forcément... c'était pas perçu comme très commercial ou vendeur, alors que maintenant, quand même, le manga, c'est très 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 implanté en France, on est le deuxième pays consommateur, ça se vend énormément, notamment auprès d'un jeune public, et c'est un public qu'on a envie de toucher, puisque renouveler un peu le public rôliste, faut l'attirer avec des choses qui leur plaisent, hein. C'est-à-dire que on peut pas toujours proposer les mêmes choses à des gens qui ont été élevés avec One Piece. Tu peux pas leur revendre Lovecraft ou Tolkien sans arrêt, quoi. À un moment, faut leur donner envie de jeux de rôle avec des choses qu'ils connaissent, qui leur sont plus accessibles. Puis ensuite, voilà, charge à eux de voir ce qui existe d'autre, que ce soit en fantasy ou un jeu de rôle de fantasy. Mais moi, ça me tenait à cœur parce que je pense que ces visuels vont frapper dans l'œil d'un public peut-être qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir en jeu de rôle.
Je serais curieux de savoir comment il se vendra en boutique, sur les salons, auprès de quel public. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais suivre de près. Je pense que ça peut, si on arrive vraiment à bien le cibler, ça peut peut-être amener à des gens qui ont grandi avec ces univers-là et qui ont peut-être envie de les expérimenter, qui ont vu Stranger Things en se disant « Ah, le jeu de rôle, ça a l'air cool. Ah bah tiens, un jeu de rôle sur une culture que j'aime et que je connais, pourquoi ne pas essayer ?» Donc voilà, des choses comme ça. La contrepartie étant qu'effectivement, des rôlistes plus classiques, plus expérimentés vont peut-être avoir plus de mal à entrer dans ces codes graphiques, vont peut-être regretter les illustrations des anciennes éditions qui étaient plus neutres, et bon, à voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, c'est des choses que je vais observer avec beaucoup de curiosité, parce que ça me tient à cœur quand même de diversifier le public, d'attirer des gens qui jouent pas forcément, mais qui pourraient jouer, mais à qui on propose pas toujours des univers qu'ils connaissent bien. Je pense qu'on doit commencer à chasser un peu sur ces terres, alors que ce soit le shonen manga, le drama coréen, un peu les romans wuxia qui sont un petit peu à la fois de la romance et du wuxia qui commence à arriver en France. On commence à en trouver quelques-uns et j'ai vu que ça avait beaucoup de succès auprès d'un public de jeunes filles, par exemple. Tu vois, et je pense vraiment qu'il y a une dynamique autour de tout ça. Dans le milieu du jeu de rôle, devrait s'emparer à la fois de ces sujets et puis de nouvelles façons de jouer. Donc effectivement, le jeu en ligne, en distanciel, peut-être d'autres manières. Donc Cédric, qui est informaticien, a peut-être qui s'y connaît en tout cas bien en informatique, a certaines idées sur comment on peut proposer des nouvelles choses pour toucher un public qui est digital native, comme on dit, dans ces milieux-là. Donc je pense qu'il y a une fusion à faire entre des nouvelles façons de jouer, des univers qui intéressent ces gens qui sont friands de ces nouvelles façons de jouer. Et j'espère que Devastra peut s'inscrire là-dedans. Si je peux me permettre mon opinion, j'aime beaucoup le visuel de cette nouvelle édition et je préfère, j'avais vu la livre de la deuxième édition qui m'attirait. Moi là, je suis un peu plus jeune, je pense, mais le côté manga, moi, direct dans mon cœur. Voilà. C'est exactement ce qu'on espère. Ouais, c'est à peu près la même version pour moi. Vous avez parlé de Saint Seiya et de Bleach, qui sont notamment Saint Seiya, qui fait partie des trucs que j'ai regardé quand j'étais petit au Club Dorothée. Du coup, c'est vrai que toute cette mythologie était extraordinaire déjà à l'époque et ça donnait envie d'en savoir plus. Là, du coup, c'est un contexte qu'on ne connaît pas forcément, du coup, parce que ça parle de l'homme, donc c'est quelque chose qui est original. Et ça peut donner envie vraiment de se dire, tiens, j'ai envie d'en savoir plus, même si, comme vous l'avez dit, c'est pas de l'Inde historique, mais ça reste un contexte indien. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui sont curieuses et qui ont envie d'en apprendre plus sur un petit bout de cette culture. On l'espère en tout cas. Célius, t'as pas d'autres questions ou de remarques, toi? Non, pour moi, tout est correct. J'ai posé toutes les questions. Vous avez répondu même à des questions avant même qu'on les pose, donc tout est OK, tout est OK de bon point de vue. Merci beaucoup, en tout cas, pour le temps que vous nous avez accordé. Je me permets de deux choses. La première, c'est de déjà féliciter donc Cédric, si j'ai bien compris ça, pour la feuille de personnage, que je trouve est une masterclass avec les petites explications de partout. Merci. Et deuxièmement, pour rappeler que le jeu Devastra Transcendance, édité chez Entremonde Éditions, est actuellement en Let's Play et donc se terminera le 7 mars, c'est bien ça? C'est ça. Et le lien est dans la description. Je fais des petits pour montrer que c'est en bas. Et je pense que de mon côté, j'ai aussi tout dit. Est-ce que vous, messieurs, vous avez un mot de la fin à rajouter ou pas? Je vous remercie en tout cas non seulement de cette interview, mais de l'actual play durant lequel j'espère que vous allez bien vous amuser. Je suis déjà amusé à le comparer. Et moi, je m'en doute. Je n'en doute absolument. Eh bien, Voilà. messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. À toi aussi, Célius, et au public aussi. À bientôt. Merci pour le temps que vous nous avez accordé.